Bonjour madame, bonjour Nicole, docteur Nicole Dopchy, professeur Nicole Dopchy. En fait, nous venons vers vous parce que vous êtes une personnalité importante, une personnalité qui a marqué l'évolution de la pédopsychiatrie en Belgique. Et ce mot pédopsychiatrie est un mot courant aujourd'hui. Et en fait, il n'était pas du tout usuel. C'est un peu vous qui l'avez installé au sein de votre université, l'Université libre de Bruxelles. Et c'est un mot qui recouvre une pratique que vous avez menée et qui a fait beaucoup d'émules. Alors c'est pour ça qu'on vient vers vous, que vous allez nous raconter cette aventure, parce que je pense que c'est une véritable aventure. Et maintenant, vous êtes à la retraite. Quel était le titre que vous aviez au moment où vous avez pris votre retraite au sein de l'université? Mais à la fois un titre qui mettait l'accent sur la nature de l'enseignement que je donnais et le fait ensuite que j'avais une activité clinique, c'est-à-dire que je pouvais étayer la théorie que je tentais d'expliquer par une pratique que beaucoup d'universitaires n'ont pas. C'est un des gros problèmes de les voir parler de choses qu'ils n'ont jamais vues de leurs yeux, tandis que là, être clinicien, ça implique quand même d'être sur le terrain. J'ai toujours voulu faire la pédopsychiatrie. Et donc, je me trouvais dans cette situation, je voulais faire quelque chose qui n'existait pas. Voilà, c'est ça. Ce qui était, enfin, qui n'existait pas d'une manière codifiée, de toute façon. Il n'y avait pas une chaire de pédopsychiatrie à l'université de Bruxelles. Non, et nulle part en Belgique. Et c'était le début des années 50, ça. C'est ça. Vous étiez médecin. Oui, c'est ça. J'avais terminé mes études de médecine et j'essayais de voir comment m'immiscer. Et alors, il y a eu ce fait que j'ai essayé de voir quels étaient les lieux où on pratiquait quelque chose qui pouvait ressembler à la psychiatrie de l'enfant et que j'ai un petit peu picoré de gauche et de droite jusqu'au moment où je rencontre d'une manière tout à fait fortuite quelqu'un qui, au départ, a eu une très grande influence sur mon existence et que j'appelais ma mère spirituelle et qui était le docteur de Crolly, la fille d'Ovide de Crolly, qui quand même Le grand était quelqu'un, pédagogue. le grand pédagogue belge. Et elle m'a reconnue par des appartenances familiales et elle m'a aidée à trouver des lieux où je pouvais quand même faire quelque chose qui ressemblait à la pédopsychiatrie. Et en effet, à ce moment-là, vous obtenez une bourse, vous partez à Boston aux États-Unis et vous découvrez un monde, mais tout à fait différent. Tout à fait différent. C'est-à-dire que j'arrive aux États-Unis, donc toute jeune diplômée, puisque je suis partie en 53 et que j'ai été diplômée en 51, et que il est tout à fait certain que c'est une erreur tactique parce que c'est beaucoup trop tôt. Je n'avais pas pu bénéficier de tout ce qui était à ma portée parce que je n'avais pas de point de comparaison, pas de possibilité de témoigner du fait que c'était quelque chose qui était important ou qu'il fallait approfondir. Et alors, en effet, je suis tombée sur quelque chose de tout à fait différent parce que, d'une certaine manière, la pédopsychiatrie, son enseignement et son utilisation étaient relativement codifiés, et codifiés à partir de critères qui étaient tellement loin des nôtres. Par exemple, la quasi-totalité du personnel était en psychanalyse ou avait fait une psychanalyse. Deuxième chose qui m'a toujours tout à fait étonnée à l'époque, c'était cette notion égalitaire au niveau des travailleurs. Il n'y avait pas le docteur qui d'office devait être le chef de service d'une structure pédopsychiatrique, ça pouvait être l'assistante sociale, ça pouvait être quelqu'un d'autre qui en avait les compétences. C'est toujours dans cette notion de rentabilité, j'imagine. Mais enfin, ça crée quand même un climat très différent. Et ils avaient créé un certain nombre de centres de guidance. Et là, c'était tout à fait stupéfiant parce que j'ai relu des choses qui montraient qu'en 1926, il y avait déjà 400 ou 500 centres de guidance aux États-Unis. Donc, ce n'était pas quelque chose de neuf. Et donc, ça veut dire, et je crois que c'est dans leur culture, ils avaient assimilé la notion très importante de travail en équipe et d'équipe multidisciplinaire. Et c'est avec ce bagage-là que vous êtes revenu à Bruxelles et que vous vous êtes dit, je vais faire la même chose comme ça?
C'est-à-dire que je suis partie aux États-Unis avec en quelque sorte une mission qui était de voir comment faire en sorte qu'on puisse créer en Belgique quelque chose de similaire. Et alors ça, c'est au service de l'hôpital Bruckmann de psychiatrie que j'ai pu créer une consultation. C'est-à-dire que même si je ne répondait pas à des critères importants d'un centre de guidance ou centre de santé ultérieurement, c'est-à-dire d'être extra-hospitalier, parce que c'est quand même bien ça un des points importants des centres de santé. J'étais en plein hospitalier, mais j'ai fonctionné avec la consultation que j'ai créée comme si c'était un centre qui n'avait rien à voir avec l'hospitalier. Ce qui est tout à fait comique, c'est que j'ai retrouvé quelque chose que j'avais tout à fait oublié, c'est que j'avais appelé cette consultation, je ne sais pas quel était l'esprit qui m'animait à ce moment-là, consultation pour enfants nerveux. Et c'était comme si je voulais camoufler la notion que c'était un centre qui se trouvait dans un institut de psychiatrie à Bruckmann, l'hôpital Bruckmann, et que donc il fallait essayer de faire, comment dirais-je, diminuer l'impact éventuellement angoissant en disant c'est simplement des petits enfants qui sont nerveux, donc il n'est pas fou parce qu'il vient ici à l'hôpital Bruckmann. Et donc, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait un peu partout en Belgique des gens qui attendaient que quelque chose de cet ordre se mette en place. Et qu'ils attendaient qu'on leur offre les lieux, la compréhension et l'argent pour pouvoir fonctionner comme centre de santé. Et c'était une époque où, malgré tout, elle était assez bénie par rapport à maintenant, où on pouvait espérer légitimement, quand on demandait quelque chose, de le recevoir. Ce qui veut dire que vous avez pu engager des personnes d'autres disciplines. Ça, absolument, ça c'était tout à fait certain. Mais je suis rentrée au début dans le système qui était qu'en principe, dans cette découpage de l'enfant, malgré tout, avec toutes les personnes qui étaient là à sa disposition, c'était le médecin qui, in fine, disait de quoi l'enfant avait besoin. Et c'était les psychologues qui faisaient les examens psychologiques et les assistantes sociales qui s'occupaient de la famille. Alors, ça avait quelque chose de très rassurant. On savait que dans quelle case il fallait mettre les uns et les autres. Mais rapidement, on s'est rendu compte que ce n'était pas un service qu'on rendait aux enfants et qu'il fallait être beaucoup plus souple et qu'il fallait essayer de ne pas embarquer l'enfant dans des examens inutiles et qu'on pouvait, d'ailleurs c'est ce qu'on faisait en privé, c'était se contenter de sa propre évaluation et de ne pas avoir recours à des multiples spécialistes. Est-ce que ça voulait dire que lorsqu'on vous amenait un enfant, vous écoutiez ce que les autres, l'assistante sociale, le psychologue, vous disaient et avant même de donner un diagnostic, vous rassembliez les différents avis? Oui, oui, c'est ça. Et est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être un cas qui vous a semblé plus, je dirais, moins médical qu'il en avait l'air, où la psychosomatisation pouvait jouer? Est-ce que vous pouvez nous raconter une histoire? Mais je ne vais pas vous raconter une histoire. La majorité des cas étaient des cas où il y avait des symptômes d'appel, qui étaient des symptômes qui ne ressemblaient pas à ce qu'était la cause exacte. Et parmi ces symptômes d'appel, les troubles scolaires et les difficultés de sommeil, plus bien entendu les troubles de comportement, etc., étaient tout à fait banaux. De sorte que très rapidement, on a pu réaliser que le symptôme que l'on voyait, qui était « comment ça se fait cet enfant à l'école alors qu'il est intelligent, il ne fonctionne vraiment pas bien », eh bien, on a pu le décoder très vite et alors de faire en sorte que la notion ne soit pas simpliste de cause à effet qui était voilà un enfant qui est en difficulté et présente ce symptôme, tout ça rentrait dans un contexte familial. Et alors là, il y a eu toute cette croissance de la thérapie familiale qui, elle, impliquait la famille dans son entièreté et impliquait aussi qu'éventuellement la famille était d'accord pour participer à cela.
Mais comment étiez-vous considéré alors, si vous, professeur d'université, formation en psychiatrie, si vous disiez, attention, cet enfant souffre peut-être de cela, je ne vais pas lui donner tout de suite un médicament, on vous considérait, que le fait que vous entendiez cet appel, comme vous dites, est-ce que vous étiez considéré à ce moment-là comme une espèce d'extraterrestre dans votre discipline? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Et vous aviez quand même le sentiment d'être un peu pionnière là-dedans. Oui, ça c'est autre chose. C'est-à-dire que le fait que j'ai été amenée à côtoyer beaucoup de problèmes de types différents quand j'étais aux États-Unis m'a sensibilisée à ce qui se passait en Belgique. C'est ainsi, par exemple, que la dyslexie dont on a tant et tant parlé a vraiment, je ne veux pas dire, est née dans sa conception à l'université, dans mon service. Enfin, quand même, c'est à partir de là que les choses se sont déclenchées et que des cours ont pu être donnés sous l'égide de la province ou peu importe. Mais donc, c'est à partir d'une sensibilisation que j'avais eue dans les contacts rencontrés par ailleurs que je pouvais diffuser et transmettre ce que j'avais senti à propos de cela. Et ce que je voudrais donner peut-être comme exemple pour répondre quand même à votre question, c'est que je me souviens de la conviction que j'ai acquise de l'importance de voir les aspects positifs chez un patient. Et au lieu de faire comme à l'école, de souligner en rouge pour qu'on le voit bien qu'il y a des fautes et que ce qui rentre dans l'œil, c'est la faute et pas la bonne orthographe, eh bien, de la même manière, il était tout à fait certain que si n'importe qui de l'équipe pouvait avoir un regard sur cet enfant qui impliquait qu'on croyait qu'il était potentiellement capable de faire des choses, on l'aidait infiniment plus qu'en étant vraiment catastrophé, en disant mais qu'est-ce qu'il fait, cet enfant, etc. Donc la dépréciation faisait partie de la difficulté de l'enfant. Et donc je crois qu'il y avait une manière alors d'aborder les choses qui était extraordinaire. Et à ce moment-là, pour mettre tout cela en pratique, donc si on fait un petit peu d'histoire, vous étiez à l'hôpital Bruckmann, vous rêvez d'extra-hospitalier, mais vous émigrez à Saint-Pierre, l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles, qui est un hôpital vraiment centré dans un quartier, qui avait une population assez large et assez différente. Et là, il paraît que vous vous êtes installé sur les toits de l'hôpital, que vous avez créé une espèce de ruche qu'on a appelée une ruche féminine, faite que de femmes, et vous avez travaillé comme bon vous semblait. Ah ben alors là, ça c'est chouette, ça. C'est la première fois que j'entends que les choses se sont passées comme ça. Ça aurait été vraiment merveilleux, ça. Ah, Bon, donc non, c'est vrai que travaillant à Saint-Pierre, j'ai essayé de faire en sorte que la structure Saint-Pierre, hospitalière donc, n'entrave pas l'autonomie que pouvait avoir un centre de santé. Et alors, ce n'était pas toujours très facile. Et je crois que c'est parce que, très honnêtement, mes collègues ont pu voir que j'avais pas du tout un désir de supériorité, ni un désir de vouloir vaincre et d'être la plus forte et celle qui avait alors que les autres n'avaient pas, mais que c'était l'intérêt de l'enfant qui me paraissait guider les choses. Mais j'ai transgressé la loi d'une manière tout à fait évidente. Je ne sais pas si c'était en batifolant sur le toit de l'hôpital, mais sous les toits de l'hôpital. Mais enfin, je pense que c'est vrai que j'ai fait des choses là qui étaient vraiment pas tout à fait dans la ligne de ce qui était autorisé. c'est vrai que vous avez fait une sacrée révolution dans le rôle du médecin. Est-ce parce que vous êtes une femme? Est-ce que ça vous a aidé ou pas? Mais le fait que je sois une femme a certainement joué un rôle, ne fût-ce que dans l'aspect du regard qui était porté sur moi. Et qu'il ne disait même pas tellement les femmes qui réussissaient, les collègues. Et je pense que ça, personne ne pourra nier. Donc le fait que j'étais femme jouait certainement un rôle. Et quand il pouvait dire la petite vacherie, je crois que là, souvent, il ne le ratait pas. Alors dans ce centre aussi, vous entourez d'une équipe et vous faites aussi de la formation. Ça veut dire que par rapport aux personnes, psychologues, assistants sociaux ou médecins, vous faisiez de la guidance
et de l'information ou de la formation par rapport à ces personnes-là? Ce qui était indispensable, c'était de faire ce que nous appelons des supervisions. C'est-à-dire justement la notion de formation est ce que je n'aime pas quand on parle de mon métier, parce que ça a quelque chose de rigide, me semble-t-il, de codifié. La formation, on sait, après cette étape-là, on fait ceci, puis on fait cela. Et justement, ce qui était important, c'est que je puisse aider la supervision consistant en une prise de conscience de l'impact de ce que l'enfant fait lorsqu'il est en thérapie sur le thérapeute. Et que donc, là, il y avait un monde de choses qui devait être éclairé. Mais Saint-Pierre était loin de loin pas la seule à faire ce type de formation. Il y avait à l'UCL des tas de choses qui se faisaient aussi. Les circonstances ont fait que c'est à l'ULB que les choses ont pu se faire d'abord. D'abord, je crois, à cause de la volonté terrible que j'avais que ça se fasse. Et puis, parce que l'Université de Bruxelles avait des hôpitaux qui étaient très puissants à l'époque et qui permettaient quand même par la bande de faire un certain nombre de choses qu'on n'aurait pas pu faire autrement. Oui, vous parlez de psychanalyse. En fait, vous êtes médecin, vous êtes toujours resté dans cette fonction de médecin, mais ouvert à d'autres choses. La psychanalyse n'était pas très bien vue à l'Université de Bruxelles dans les années 50. Très mal. Jusqu'au bout d'ailleurs. Hein. Ou même dans les années 60 et 70, j'allais dire, oui, un peu plus tard, oui. C'était vraiment quelque chose qui était considéré d'une manière un peu méprisante. Je ne sais pas si le terme est exact. Enfin, c'était très dévalorisant comme regard. Et pourtant, ça vous a aidé. Vous parlez là justement, dans la supervision, vous parlez au fond de transfert entre ce qui se passe entre l'enfant et la personne qui s'occupe de lui ou le thérapeute. Et là aussi, est-ce que l'idée de considérer cet enfant que vous aviez en consultation comme une personne en devenir, comme pas un adulte en réduction, c'est un peu, je ne sais pas, la lecture de Freud ou de Mélanie Klein qui vous a aidé dans cette ouverture aux compréhensions? Oui, je pense, parce que je n'ai jamais eu de patron. C'est une chose qui m'a manqué terriblement. Et donc, il fallait trouver par ses propres moyens ce qui permettrait de compenser les lacunes, parce qu'elles étaient évidemment très nombreuses chez moi. Et là, on faisait ce qu'il y avait moyen de faire, mais la supervision est restée quelque chose qui fait partie du travail dans les centres de santé. Et je trouve assez inadmissible les centres où on laisse de jeunes médecins ou psychologues travailler sans qu'ils aient un regard venant des aînés qui les rend attentifs à telle ou telle réaction. Ce que je trouve impressionnant chez vous, c'est que non seulement vous avez créé ce centre, mais d'autre part, vous vous intéressez aussi à ce qui se passe en dehors de ce centre. Et donc, vous essayez de porter, je dirais, votre savoir. Vous êtes parfois choqué par certaines situations. Et je pense aux enfants de personnes qui vont divorcer. Et vous avez des cas là où vous voyez que l'avocat ne comprend rien. Et alors, vous vous dites, au fond, vous vous sentez responsable de quelque chose. Vous dites, je dois y aller, je dois faire quelque chose. Qu'est-ce qui motive à ce moment-là cette démarche et mobilise votre énergie? D'abord, l'enfant. Qui est en difficulté, avec le fait que quand même un certain nombre de fois, j'ai la possibilité de mieux décoder l'impact que tout cela peut avoir sur l'enfant, et que je trouverais vraiment dommage de ne pas pouvoir aller plus loin. Mais il arrivait beaucoup de situations où les avocats comprenaient ce qui se passait. Mais alors, il voulait jouer un rôle qu'il ne leur était pas assigné, c'est-à-dire le problème de la fonction, le problème du rôle, de la limite de ce qui est son rôle et celui de l'autre est quelque chose de tout à fait important. Parce que si les médecins commencent à jouer aux avocats et les avocats à jouer aux médecins, alors ça ne va plus. Peut-être une petite incise ici, dans mes contacts que j'ai eus, les juges et les avocats, que je me suis rendu compte de l'impact négatif qu'avait le langage médical et psychiatrique en particulier sur ceux qui recevaient les commentaires des psychiatres. Ils écrivent
ils utilisent des termes qui sont absolument abscons pour ceux qui n'ont pas la formation. Et ça veut dire que donc, ils s'envoyaient des rapports et des conclusions en utilisant des mots dont ils ne comprenaient pas le sens. Et c'est vrai pour les médecins aussi qui disaient aux avocats, mais qu'est-ce que ça veut dire, ces termes que vous utilisez là? Donc ça rejoint un autre problème qui est mon souci, qui a toujours été mon souci, c'est que le dialogue est tout à fait important, mais il faut s'assurer qu'on se comprend. C'est-à-dire quand on dit « je pense que cet enfant a des problèmes édipiens », qu'est-ce que vous appelez avoir des problèmes édipiens? Donc, ne pas laisser les mots voler avec un sens comme ça qui pourrait peut-être avoir et qu'on n'est pas très sûr de ce que ça veut dire. Mais les activités que j'ai eues avec les avocats est une des plus fertiles que j'ai eues dans ma pratique, parce qu'il y avait un avocat qui était passionné par le droit de la famille, et nous avons beaucoup travaillé ensemble à un moment donné sur la manière d'aider les enfants et les parents dans ces situations, et comment il fallait légiférer et comment il ne fallait pas légiférer. Enfin, c'était tout à fait passionnant. Ce qui me frappe aussi, c'est que vous disiez toujours « je reste médecin ». Est-ce que ça veut dire que quelle que soit l'importance d'une approche ou d'une compréhension, je dirais plus psychologique, vous êtes quand même attentive, j'allais dire, au biologique, au mécanisme? C'est ça. C'est le seul privilège que les médecins peuvent revendiquer par rapport aux psychologues, par exemple, c'est que nous avons quand même fait 7 ans de médecine et puis 5 ans de spécialisation pour devenir psychiatre. Hein. Ça veut dire qu'on fait 12 ans après les humanités. Et que donc là, l'aspect de la spécificité, comment dirais-je, plus somatique est quelque chose qui a son importance et qui ne doit pas être négligé. Vous avez quand même assisté à cette révolution aussi, à la fois des médicaments que l'on donnait, tous les psychotropes. Oui. Quelle était votre attitude par rapport à ça? Et d'autre part aussi à cette formidable révolution biologique d'une meilleure connaissance, par exemple, des neurotransmetteurs, de l'importance des hormones cérébrales sur le comportement. Est-ce que là, vous avez aussi un petit peu évolué dans votre pratique? Vous en avez tenu compte sans doute, mais je ne sais pas quelle était votre attitude par rapport, par exemple, à l'admission des médicaments. Les médicaments, moi j'étais, j'allais dire, nulle en connaissance médicaments parce que je les prescrivais pratiquement jamais. Parce que je pensais qu'il y avait d'autres biais de pouvoir aider les enfants. Autre chose eût été si j'étais amenée à avoir de la psychiatrie plus lourde que ce que j'ai fait. Hein. Maintenant, étant à l'hôpital Saint-Pierre, par exemple, j'étais dans un service de pédiatrie. Et par conséquent, j'avais aussi un abord vis-à-vis des médecins somaticiens qui étaient les pédiatres, parce que j'ai organisé un certain nombre de supervisions en pédiatrie pour les pédiatres, pour leur approche de l'enfant et de sa famille. Ça, c'était un privilège aussi très grand de pouvoir être là, d'avoir des réunions avec les infirmières et des choses de ce goût-là. Donc vous avez toujours été curieuse, vous avez toujours fait de la recherche pour essayer d'améliorer, de faire évoluer les choses. Je n'ai pas fait suffisamment de recherche, non. Mais j'ai certainement abordé des problèmes et je voyais qu'on m'avait fait l'honneur de me nommer président d'un nombre incroyable d'associations. J'étais tout à fait sidérée quand j'ai retrouvé ce papier hier. Je me suis dit, mon Dieu, j'ai fait tout ça. Je fais tout ça. Et encore d'autres choses. Oui, dans ce cadre-là, vous avez créé cette société, il faut que je retrouve le terme exact, de psychiatrie infantile et des professions connexes. Oui, voilà, ça c'est encore autre chose. Les professions connexes, c'est donc tout ce qui n'est pas médical. L'acte médical, l'art de guérir, docteur. Et les autres... On s'en fout. On ne s'en fout pas, mais on ne les considère pas comme valables. Et de toute façon, on ne les considère pas comme valables au niveau de l'indication d'une psychothérapie, ni du suivi sans qu'il soit supervisé. Et donc encore maintenant, il y a des conflits à propos des limites
de ce qui est médecin obligé et médecin gentiment donnant sa protection aux enfants. Donc tout au long de votre carrière, vous avez fortement senti cela et vous avez essayé de, je dirais d'une certaine manière, de réparer ça en créant, par exemple, cette société. Oui. Le conflit de pouvoir entre le médecin et les Oui. professionnels. Alors je voulais revenir aussi à votre attention à ce qui se passait en dehors de votre centre. Vous avez aussi créé dans la ville ou participé à la création d'un réseau, je peux dire SOS Enfants. C'est un peu ça ou... Ça, c'est un centre qui a pris une importance énorme et qui s'est d'ailleurs détaché de mon service pour faire quelque chose d'autonome parce que les services qui s'occupaient de la maltraitance avaient acquis un statut possible pour lequel ils étaient rémunérés et pour lequel ils avaient donc toute une infrastructure qui était prévue. Et donc, émanant de chez nous, il y a eu donc un centre qui lui-même a essaimé, et c'est comme ça que les choses se font. Je suppose que vous avez pu, ou que vous pouvez vous rendre compte que pour moi, ce que j'essayais de faire, c'était de transmettre quelque chose qui me paraissait tout à fait importante dans l'approche de l'enfant et de sa famille, et qui évitait de donner des jugements qui étaient des jugements tout à fait prématurés et souvent complètement à côté de la plaque. Et cette difficulté, je crois, pour les jeunes qui eux-mêmes ne sont pas très sûrs quant à ce qu'ils font, de ne pas donner des avis ex cathedra et des certitudes. Le nombre de fois où il faudrait leur dire je ne sais pas, mais nous pouvons essayer ensemble de voir de quoi il s'agit et comment les choses se passent. Donc c'est un travail qui prend du temps, de l'écoute et de la patience. Et c'est pas exactement les caractéristiques des jeunes actuellement, encore qu'il y en ait qui soient comme ça, bien entendu. Donc voilà, je crois que ça a été Votre credo? Oui, mon credo. Et je me rendais compte, quand vous m'avez demandé si je participais à cet enregistrement, je me suis rendu compte à quel point j'étais émotionnellement impliquée, maintenant que j'ai 80 ans, dans la demande qui m'était faite. Et que je crois que c'est un métier que j'adore et que si je pouvais le refaire, je ne le referais pas comme ça probablement, mais enfin je le referais. Mais je voudrais tant transmettre, comme j'essaie de transmettre à mes petits-enfants, la valeur du respect de l'autre. Et le respect de l'autre, ça passe par son écoute, ça passe par le fait qu'on respecte son opinion, même si on n'est pas d'accord. Et c'est un travail de longue haleine, ça prend du temps, ça, il n'y a rien à faire. Justement, c'est une question que j'allais vous poser. Est-ce que vous n'avez jamais été découragé ou meurtri ou frappé ou, par tout ce que vous entendiez ou tout l'immense tâche qu'il y a à faire et puis les moyens que vous avez? Si, sûrement. Un découragement de voir notre relative impuissance. Et ça, c'est grave. Ce sont des situations qui font réfléchir aux limites de ce que l'on peut faire, au pouvoir que l'on a, aux malentendus. Ce sont des choses douloureuses et difficiles. Et je crois que quand on vit comme j'ai vécu mon métier, c'est-à-dire dans ma chair finalement, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais c'est comme ça que je l'ai senti, je crois qu'on évite au maximum de faire des trop grosses boulettes et qu'on peut se dire d'une certaine manière, si c'était à refaire, j'en ferais peut-être Enfin, j'ai fait de mon mieux. Eh bien justement, au fond, on peut parler des joies aussi que vous avez eues, parce que soyons quand même impressionnés par votre travail. Vous avez cassé des barrières entre, vous venez d'en parler, la justice, disons, et la médecine, entre les psychologues ou la pratique de la psychologie, le statut et la médecine. Et vous avez essayé de mettre tout ça ensemble, donc vous pouvez être fiers quand même.
Maintenant, je m'en voudrais de ne pas dire que j'ai eu une équipe sensationnelle et que j'étais entourée par des, des femmes surtout, mais enfin il y avait quelques hommes aussi, euh, qui voulaient comprendre, qui voulaient sentir, qui voulaient aller plus loin, qui étaient honnêtes et ne craignaient pas de se mettre dans des bains parfois difficiles. Et là, encore une autre fierté, c'est quand même d'avoir créé ce cours aussi à l'université Oui. de pédopsychiatrie. Et alors finalement, le cours était d'abord donné au professeur Sivadon. Et puis moi j'ai eu un cours qu'il donnait à la faculté de psycho à titre d'intérim, ou chose comme ça, je ne sais pas quoi. Enfin finalement, 20 ans après mon retour, la chaire de psychiatrie infantile a été créée. C'est quand même un bail. En fait, on parlait de ces barrières que vous avez cassées d'une certaine manière. Vous avez aussi collaboré, par exemple, avec d'autres universités, ce qui était peu courant dans les années 70-80. Oui, je pense que chacun travaillait fort dans sa sphère. Mais donc là, je me porte en faux contre l'idée qu'il n'est pas possible de travailler ensemble. Euh, c'est possible. Oui, la preuve d'ailleurs que vous avez organisé un colloque L'enfant dans la ville, ce congrès international organisé en 79 Oui, c'est ça. par la Ligue bruxelloise francophone pour la santé mentale. Je vois que vous avez fait l'exposé Oui, introductif. et j'étais présidente, je crois, à ce Oui, moment-là. et c'est tout à fait frappant parce que non seulement dans ce colloque, il y a des gens des différentes universités, mais aussi vous posez la question déjà de l'enfant comme personne à part Entière. entière, avec son évolution propre, et aussi l'enfant dans la ville. Oui, oui. Et ça, c'était aussi, enfin, comme vous l'avez dit précédemment, suite à vos observations. Donc on peut dire que si vous avez, j'allais dire, élaboré une certaine approche, ou parlons même de philosophie de la psychiatrie infantile, c'est toujours ancré dans votre pratique. Oui, oui, je pense. Je pense. Parce que j'ai peu écrit aussi. J'ai préféré réserver mon temps à voir les gens et parler avec eux. Et ça, c'est une erreur aussi. Si je refaisais ma vie, ce qui est de l'ordre du potentiellement pas évident, euh, j'écrirais plus. Je laisserais plus de traces écrites. Mais j'avais l'impression que la trace verbale est tellement plus impliquante émotionnellement et plus vraie et plus profonde. Écoutez, alors si je prends un autre colloque auquel vous avez participé, ou plutôt une publication, Le désir de soigner, eh bien à propos de cette trace, savez-vous ce que Serge Lebovici dit de vous? Non. Ah ben, je vais vous le dire. Ce furent aussi des moments sacrés que mes rencontres avec Nicole Dopchy, lointaines sans doute pour les premières, mais toujours précieuses et vivantes dans ma vie mentale, ma pensée, mon esprit et mes émotions. Ainsi, au rapport de filiation qui devrait commander le destin de l'école de mon ami Nicole Dopchy, se substituera une affiliation répondant aux traditions universitaires, mais espérons-le, où chaque membre des générations successives se reconnaîtra et deviendra le fils de ses propres œuvres. Waouh! Mais je ne savais pas du tout ça. Et c'est écrit Ah, je vous jure, c'est écrit de sa main. de sa main. Ah oui. Un propos qu'il a dit et écrit. C'est ce que j'ai fait comme écrit à mon départ. Tiens, il a fait ça, Sacha Lebo. Ça, j'en suis toute... montrez-moi un peu où c'est. Enfin, vous me montrerez tout à l'heure. Mais ça me touche parce que je n'ai pas imaginé que Lebovici et Diatkin étaient les deux personnages pédopsy qui étaient the main psychiatrist. Des références. Et donc, là se trouve confirmé ce que vous avez espéré, c'est-à-dire semer des pistes, des filiations. C'est ça. C'est ça. Et c'est comme ça dans ma vie privée aussi, vis-à-vis de mes petits-enfants. J'ai tellement le besoin de m'assurer qu'ils ont bien compris un certain nombre de choses, qu'ils peuvent questionner la signification de certaines choses qu'ils font ou qu'ils ne font pas. Enfin, j'essaye de ne pas être pesante, mais j'ai fort ce besoin de dire que je laisse une trace. Et c'est pas
de l'orgueil ou de la vanité, c'est parce que je crois qu'il y a une telle richesse dans cette approche. Peut-être que vous avez vu dans le temps les émissions de Bernard Pivot, et voilà comment il terminait toujours son émission. Si Dieu existait, et lorsque vous arrivez aux portes du paradis, qu'est-ce que vous lui diriez par rapport à votre vie, s'il vous demandait de juger votre vie? Malgré tout, je lui demanderais de l'indulgence pour les choses que je n'ai pas été vraiment capable de faire. Et je voudrais qu'il comprenne que j'ai vraiment essayé d'ouvrir des pistes, que j'ai essayé de semer, en espérant que le grain deviendrait blé d'une belle couleur.